Alors tu sais, Bertrand, moi j'ai appris une chose. J'ai appris à être un pacificateur. Avant, dans ma carrière, j'étais un guerrier. Il fallait vraiment que les projets sortent. J'étais un véritable killer. Et je suis devenu un pacificateur pour deux raisons. Un, c'est meilleur pour ma santé. Et deux, oui, et, et deux, sur le long terme, c'est beaucoup plus fort. Et bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruy, je suis le CEO d'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super content et heureux de vous recevoir aujourd'hui pour le tout premier épisode de ce podcast CIO et DSI La Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer les CIO et des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leurs relations au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. Pour ce tout premier podcast, j'ai l'honneur et l'immense privilège de recevoir Thierry Crin, qui a été le CIO et DSI du groupe Clarence, un groupe de plus de 5000 personnes. Il a accepté d'échanger avec nous et de parler de son expérience et de son expertise. Ça va être, je l'espère, une vraie source d'inspiration pour tout le monde. Thierry, c'est avec grand plaisir que je te laisse te présenter. Bertrand, moi je suis un retailer qui a fait de la technologie. Euh, j'ai passé la moitié de ma carrière à travailler sur des sujets de back-office. Et puis, depuis 2008 à peu près, je me suis spécialisé dans toutes les fonctions front du consommateur. Et j'ai rencontré la société Clarins et qui m'a proposé de rentrer en France pour occuper les fonctions de CIO et CDO. Et je suis donc de retour en France depuis 2016. Et j'ai repris mon affaire de consulting voici un an à peu près, qui s'appelle Harris Consulting. Donc Thierry, tu as été CIO du groupe Clarence. Sur LinkedIn, on voit que tu Ouais, as été CIO et CDO. ouais. Euh, Pourquoi cette dualité? Pourquoi on est Mais, CIO et CDO? Pourquoi on n'est pas juste CIO? si tu veux, le CIO très souvent était cantonné à des tâches de back-office. Règle-moi mes problèmes d'informatique. Euh, et le CDO est plutôt vu comme ah, ça c'est le gars nouveau, jeune, qui comprend ce que je fais et qui va m'aider à faire du commerce. Et j'ai toujours trouvé que cette dualité était un petit peu ridicule. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a des gens aujourd'hui capables, des gens hybrides, qui sont capables à la fois de connaître la technologie et de comprendre le business. Ok. Donc du coup, toi, aujourd'hui, le CIO, c'est pas le mec juste qui gère l'IT du groupe, c'est quelqu'un qui est dans la transformation. Et Ouais. est-ce que tu crois que c'est vraiment partagé aujourd'hui par les CIO, enfin voilà, les gens que tu connais ou autres, ou est-ce que c'est nouveau? Forcément, parce que les grands sujets de transformation d'entreprise ne dépendent pas que de l'informatique. Les grands sujets de transformation sont comment dire, décidés par le directeur général et implémentés avec l'aide de la RH. Donc, je dirais que la force qu'a le CIO, c'est qu'il a vraiment l'habitude de travailler en transverse avec tous les départements. Donc, c'est ça qui lui donne, qui lui confère un rôle d'organisateur naturel. Tu disais, voilà, toi, tu penses que le CIO, il a vraiment, la capacité de transformer l'entreprise et qu'il n'est pas juste à être cantonné à l'IT. Est-ce que Oui. cette vision-là, toi, tu penses qu'elle est, partagée en dehors du groupe? C'est-à-dire, par d'autres CIO que tu connais, ouais, ou par d'autres DSI que tu connais, ou on est encore quand même dans, parce qu'il y a quand même eu, plus de 3000 CDO qui ont été nommés en France dans les 5 dernières années. Est-ce Et que c'est le CIO va prendre cette place-là ou est-ce que le CIO va vraiment changer? Je suis assez peu optimiste sur ce sujet. Je pense qu'on va de plus en plus cantonner le CIO à des tâches, je dirais, technologiques, mais sur l'ensemble du spectre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder le titre de CDO. Quel rôle cela inclut? Est-ce que ça inclut la technologie ou pas, par exemple? Donc, on a des CDO qui ont la technologie et le commerce, d'autres qui n'ont que le commerce. Et c'est le deuxième cas qui est le plus fréquent. OK, d'accord. Donc en gros, assez pessimiste là-dessus et parce que ouais, c'est intéressant ça. Tu sais, dans la transformation, on parle de la transformation, on va dire globale, mais en fait, il y en a 2. Il y en a une vraiment qui est sur le tooling interne, c'est, je vais mieux outiller mes processus, j'en ai marre de Mmh, l'ERP mmh, central qui nous écrase tous, il en faut un, mais il faut mmh. mieux des solutions métiers et il y en a un autre qui est vraiment, une transformation, business, c'est-à-dire je dois changer mes Ouais. produits, mon business model.
Est-ce que, Oui. du coup, il y a des DSI qui seront liés qui pourront faire cette transformation sur le tooling, mais sur la partie commerce, non? Comment tu vois les choses? Moi, je pense que le DSI est tout à fait capable d'être force de proposition dans ces transformations. OK. Je peux te citer un exemple. Euh, Dans une société pour laquelle j'ai travaillé, nous avions un gros problème de time to market dans la sortie de nos produits. En gros, pour sortir un produit, ça nous prenait 36 mois. Eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait en fait un énorme problème de coordination entre les équipes. On a fait un projet assez court. On a mis en place des outils de partage, des outils collaboratifs. On a décrit les process, bien entendu, et on a réduit dès la première année le time to market de 30%. On a amélioré de 30% le time to market. Donc, voilà, le DSI, il voit les choses, il voit les flux, il voit les informations, il voit comment les gens travaillent ensemble. Donc, c'est lui qui peut être un acteur de cette coordination complète. Je rajouterais une dernière chose. Je pense que cette transformation digitale, elle apporte quelque chose de très nouveau. C'est cette exigence de travailler en groupe, de travailler en commun sur des sujets communs, de travailler en mode projet, de travailler différemment, de casser les silos. C'est ça le véritable enjeu. Oui, Quand on parle de transformation, moi j'entends aussi budget. oui, Voilà, les DSI, les CIO ont des gros budgets, mais par contre la transformation de l'entreprise, c'est des budgets, hyper importants. oui. Moi j'ai souvent vu, des problématiques, de niveau d'engagement en fait trop faible des actionnaires pour vraiment engager cette transformation-là. Toi, dans ton passé, dans ton vécu, le niveau d'engagement des actionnaires et il était primordial pour améliorer, pour accélérer la transformation. Est-ce que vous avez fait 100 et vous avez fait ça un petit peu à côté? Comment ça se passe? Non, non, je pense que l'engagement des actionnaires, moi, à chaque fois que j'ai vu des transformations, l'engagement des actionnaires était total, financièrement. Ouais, Ok. Maintenant, quand il s'agit de travailler de manière différente, de repenser complètement notre offre produit, là, c'est plus difficile. OK. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, si je prends le cas d'une marque qui était exclusivement distribuée dans des magasins spécialisés, ça, c'est un mode de commerce que tout le monde connaît, qui est ancien et qui a d'énormes forces, hein. Et quand on passe à un modèle e-commerce, où il n'y a plus personne, ce n'est plus de la vente assistée, ben, c'est une manière de penser et de communiquer totalement différente. Donc OK. là, cette différence peut parfois faire croire aux actionnaires qu'on dénature la marque, les produits, etc. Si tu devais t'y reprendre pour, voilà, tu arrives dans une entreprise, 4 000 personnes, 5 000 personnes, 10 000 personnes, avec l'expérience que tu as acquise, comment tu t'y prendrais, sur les, 3 premiers mois et la première année pour lancer cette transformation? C'est une très bonne question parce qu'en fait, chaque plan de transformation dépend de l'existant. Donc, ce que je ferais d'abord, c'est écouter les gens. Je pense que les 3 premiers mois dans une entreprise, quelle que soit la fonction, ce sont des mois que j'appelle des mois en mode éponge. Et on se fait très très vite une idée de la vitesse à laquelle on va pouvoir aller. Donc, je dirais, tout dépend du contexte. Mais quand il y a à la fois la volonté de le faire et les équipes pour le faire, eh bien, on peut aller plutôt vite. Mais quand on n'a pas les équipes pour le faire, c'est plus compliqué, surtout en France. OK. Et donc, du coup, phase d'écoute, OK. Maintenant, tu as Ouais. compris, un peu le niveau d'engagement des collaborateurs et le niveau de maturité, on va dire, numérique. Next step, c'est quoi? Next step, c'est le dessin de la cible et, et ensuite calculer le plan d'exécution. OK. Nommer des gens, enfin, c'est X projets, c'est pas un projet, c'est X projets qui doivent être coordonnés. Mais je pense qu'il faut être très clair, hein. Des plans de transformation, c'est pas tiens, je vais transformer l'entreprise. Non, c'est travailler sur des sujets clés. Comment je fais pour réduire mes coûts de manière drastique euh, en, en travaillant sur le prix des matières premières, en ayant des méthodes d'approvisionnement très différentes. Ça peut être un sujet très intéressant. Ça peut être comment je fais pour complètement dématérialiser tous les contenus de l'entreprise. Donc, ce sont des sujets pour accélérer à chaque fois. Comment je fais pour accélérer mon développement produit?
Donc, c'est une multitude de petits projets qui doivent aboutir en fait à une véritable transformation également dans la manière d'opérer. Parce qu'à travers tous ces projets-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que pour les exécuter, il faut que les gens collaborent de manière différente. C'est-à-dire qu'ils acceptent de travailler, par exemple, sur des plateaux projets. Et c'est très différent de travailler en plateau que de travailler dans son bureau confortablement et de s'envoyer des emails. C'est très différent. Donc là, vous avez, et je dirais que c'est la chose la plus difficile, c'est d'arriver à opérer un changement de mode de travail. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Ok, donc là, tu parles de la Parce composante que RH en fait. c'est pas forcément les RH, parce que les RH sont, je dirais, acteurs, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Par exemple, si je te parle de travailler en mode agile, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, travailler en mode agile, ça veut dire que tout le monde travaille avec des méthodes bien définies, que tout le monde a été formé à ces méthodes, etc. S'il y en a un qui n'est pas formé, il ne comprend pas. Donc, cela veut dire qu'il y a un socle commun de good practice. Et ça, c'est très, très important. La première chose que je ferai, donc, c'est définir la liste des projets et ensuite euh, déterminer comment on allait travailler ensemble pour y arriver. Ok, et ça, c'est vraiment en mode avec le COMEX, avec les directeurs de Oui, BU. oui. Ok. On commence par les têtes et puis on descend petit à petit. Donc, c'est de l'information, hein, c'est de l'information, c'est de la formation, c'est du coaching. Tout le monde n'y arrive pas. Hein. Ouais, non, j'y comprends. Ouais. C'est très, très déstabilisant hein, de changer de mode de travail. Quand je vous dis, par exemple, euh, toutes les réunions maintenant, à partir de maintenant, elles dureront 40 minutes et non pas 1 heure, et tout le monde devra savoir où on en est dans un projet, c'est-à-dire qu'il y aura un statut avant, on ne va pas discuter de t'en es où, t'en es où, t'en es où, mais on va prendre des décisions. Ben là, c'est complètement différent comme mode de travail. C'est très contraignant au départ. Et puis Ouais. après, les gens apprécient l'efficacité. C'est ça qui est intéressant. C'est voir qu'il y a de la douleur au départ, mais qu'après, euh, on a une grande facilité pour opérer, pour travailler ensemble. Je pense que c'est un peu comme un sport. Il y a certains muscles qu'on ne développe jamais. Donc, c'est très, très dur de travailler sur cela. Mais quand ils Et sont costauds, alors là, tout est plus facile. et il y avait combien au maximum de projets en parallèle, tu vois, vraiment de projets IT, mais de transformation Bon, moi, j'ai vu dans mon expérience en simultané bien une quinzaine de projets. ok. Une Et quinzaine de c'était des projets. projets en mode déploiement ou c'était des projets en mode aussi test and learn? Un test and learn. Test and learn, Test and ok. learn, oui. Mais toujours Et avec un objectif précis. Hein. du coup, les projets, c'était, voilà, on doit résoudre ce problème-là. Et ensuite, il y avait une qualification des solutions possibles. Oui. Cette qualification-là, elle se faisait comment? En groupe de travail, Ouais, avec, d'une manière assez classique, je dirais, comité de pilotage, ok. avec des représentants des différents métiers en fonction de leur niveau de responsabilité. Et toi, comme tu étais le CDO et le CIO, tu n'avais pas de problème de guéguerre entre on a testé ça et en fait, il y a d'autres gens qui ont testé d'autres choses sur le même problème. Et donc, du coup, on a plusieurs projets en parallèle qu'il fallait Alors, tu sais, Bertrand, moi j'ai appris une chose. J'ai appris à être un pacificateur. Avant, dans ma carrière, j'étais un guerrier. Il fallait vraiment que les projets sortent. J'étais un véritable killer. Et je suis devenu un pacificateur pour 2 raisons. Un, c'est meilleur pour ma santé. Et deux, oui, et deux, sur le long terme, c'est beaucoup plus fort. Donc, une des premières choses que j'ai faites, par exemple, en arrivant chez Clarins, c'est de créer le Digital Steering Committee. C'était quoi? C'était mettre dans une instance de décision euh, les gens qui avaient une responsabilité dans le mot digital. Donc des gens de l'e-commerce, des gens du marketing, des gens de la technologie, et de mettre en place des règles de travail. Comment on travaille ensemble, comment on décide, comment on mesure. Et franchement, ça a créé une véritable ambiance de travail, une véritable camaraderie. Et c'est quand on arrive à trouver cette petite alchimie-là qu'on commence à faire de véritables progrès. Parce qu'en fait, les intérêts des uns et des autres sont parfois conflictuels. Donc, comprendre les problèmes des uns et des autres permet d'aller plus vite. Ok. Et dans ces transformations, etc., comment tu gérais le shadow IT? Le shadow IT.
Mais le shadow IT, par définition, on ne le voit pas parce qu'il est, il est shadow. Mais je pense qu'il faut. J'en ai pas peur, moi, du shadow IT. Il a toujours existé. C'est en fait le constat que plein de boîtes sont gérées par Excel. C'est ça Ouais. le shadow IT. Je pense qu'il y a de grands bouleversements qui permettent d'éliminer de manière, je dirais, forte, pas mal de shadow IT, en particulier tout ce qui est BI. Les gens veulent tout le temps de l'analyse dans tous les sens, des croisements, des cubes, etc. Mais même quand on a livré le BI, les gens ont continué à extraire toutes ces informations sur Excel et ensuite coller dans PowerPoint pour avoir des jolis titres de toutes les couleurs. Donc, le shadow IT est revenu comme ça. Donc, je dirais, c'est complémentaire, mais ce n'est pas la référence de l'IT de l'entreprise. L'entreprise doit gérer ses référentiels, ses master data. Et le shadow IT, c'est juste périphérique. Ok. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup appréhendé et où j'ai du mal à comprendre, c'est la relation entre le DSI, le CIO et les métiers, les directeurs des business Oui, units. oui, Donc, j'arrive dans l'entreprise, là, ce que je vois, c'est une tension, c'est-à-dire les métiers critiquent la DSI en disant, ben voilà, ils sont englués, ils sont en train de faire le RP, etc. Nous, on doit avancer, on doit trouver des solutions métiers. Oui, le nouveau RP qui sera mis dans 2 ans, normalement, devrait faire ce qu'on doit faire, mais nous, on en a besoin maintenant. oui, Donc, du coup, les métiers, eux, vont essayer de qualifier et sourcer et qualifier des solutions SaaS oui, métiers. oui, Ils vont le faire sans la DSI parce que la DSI ne veut pas en entendre parler. oui, Et en fait, tout le monde est perdant. oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, évidemment, j'ai vu ce cas-là très, très souvent, en particulier dans le domaine RH. Parce que la paye, souvent, c'est outsourcé, c'est même toujours outsourcé. L'informatique n'en veut plus de la paye, tu ne veux pas gérer la paye, c'est trop compliqué. Et donc, avec la paye, viennent tous les outils de paye derrière. Moi, je pense que il faut être pragmatique et travailler sur un modèle de gouvernance. Tout ce qui est technologie appartient à l'informatique, point barre. Et tout ce que vous allez faire qui nécessite des moyens informatiques dépend également de l'informatique. À partir du moment où vous prenez la liberté de sortir de ce contexte-là, vous sortez du périmètre. Et donc, vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, je préfère dire, vous n'avez pas le droit de le faire que de dire, faites-le comme vous voulez, je ne veux pas en entendre parler. Parce que là, c'est la lâcheté. Ouais, mais du coup, quand tu fais ça, ok, tu te mets en mode le boss de la SI, mais si les métiers te disent, ouais, mais ça fait des mois qu'on vous dit Alors, qu'on a donné une solution, il n'y a rien qui sort, vous me parlez de alors, l'ERP, alors etc. là on parle de quoi? D'une demande supérieure à la capacité. Parce Mhm. que tous les services ont X demandes. Et bien, ceci nécessite une gouvernance. Et cette gouvernance, elle est assurée par le COMEX. Et donc, le COMEX a une liste de projets. On sait que la demande, elle est de 15 millions. Et en fait, on va pouvoir faire que 2. Donc, choisir, c'est renoncer. Donc, si un projet dépasse cette enveloppe budgétaire, ça nécessitera un arbitrage. Mais ce n'est pas le DSI qui va dire non. Le DSI n'a pas à dire non. Ouais, mais c'est ça, tu parles sur Le, le coût du projet en lui-même. Moi, ce que j'ai vu, c'est que même avant le coût du projet, c'est le temps de bande passante de la DSI qui bloque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour gérer ça. pour simplement travailler sur la question, par exemple. Ouais, clairement, chiffrer, est-ce que ça serait intéressant, le coût, Oui, comment on le oui ferait, tu alors, vois? alors, alors justement, moi, ce que je mettais en place toujours dans mon modèle de gouvernance, c'est le portefeuille de projet. Donc, chaque projet doit avoir un sponsor, et ce sponsor, c'est un sponsor métier. Il y a eu une évaluation en termes de charges internes et de coûts externes, et, et un retour sur investissement. D'accord? Et tous ces projets-là donc arrivent dans le portefeuille de projet. Et ce qui est important, c'est qu'au niveau COMEX, les décisions soient prises sur les projets à prendre ou les projets à éliminer. Et à partir du moment où un projet est éliminé, il est éliminé. On ne va pas le faire d'une manière différente. Ok. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est il y a une façon de créer les projets, d'avoir remonté l'information et de Oui, vraiment faire en sorte que le COMEX puisse choisir. bien sûr. Ok. Mais ce n'est pas au DSI de dire non. Ouais, ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, tu vois, moi, ça, je l'ai jamais vraiment vu. Alors, moi, j'ai appris ça chez Estée Lauder. Ok. Estée Lauder, boîte américaine, hyper organisée.
Donc, j'ai trouvé que ces méthodes étaient extraordinaires. Au lieu que les SI prennent la décision et disent non, je n'ai pas le temps, c'était chaque métier qui devait défendre son bout de gras. Et c'est très intéressant parce qu'en COMEX, qui est-ce qui défend le projet? Ce n'est pas l'IT. Ouais, non, c'est C'est clair, c'est le métier. le métier, c'est le client interne. Et moi, ce que j'exigeais, c'est de savoir quelles ressources il allait mettre lui aussi. Et oui, Parce bien que, sûr. voilà, est-ce que, quelle est la charge pour ce projet? C'est la charge interne, et la charge interne, c'est la charge la plus complexe, la plus difficile. La charge externe, on trouve toujours de l'argent pour financer. Et combien ça allait coûter en capital et combien ça allait coûter en run. Donc, du coup, ouais, donc c'est vraiment cette capacité d'organisation qui faisait Ouais. que. Et le retour sur investissement, mais ça coûte cher, ça, hein, de s'organiser. Il faut un PMO, quelqu'un de dédié quasiment pour s'occuper de ça, de l'aspect budgétaire. Mais en fait, on gagne beaucoup d'argent parce que avant de se lancer dans des projets que j'intitulerais de projets caprices, euh, on va peut-être faire, faire ce projet-là qui correspond à remplacer les tuiles du toit qui fuient, quoi. Mais oui, moi, je pense que le DSI, il a aussi une exigence. Il doit, sur son budget, dire, par exemple, je vais prendre un exemple, on donne 20 millions d'euros de budget d'investissement. Il doit dire, moi, sur ces 20, j'en ai besoin de 2 que je me réserve à dépenser comme je le souhaite. Pourquoi? Parce qu'il doit affronter des besoins de rénovation, des vieilles machines, des upgrades de réseau, des choses comme ça. Et ça, au niveau métier, personne n'en veut. Personne n'est intéressé par ces aspects-là, parce qu'ils ne le voient pas, c'est vraiment la machine. Euh, et le reste, 80%, doit être décidé en COMEX, avec les patrons de business units. Ok, très clair. Et alors, une fois que c'est expliqué, ça marche très, très bien. Et on voit une compétition des gens du COMEX pour pousser leurs projets devant ceux des autres membres du COMEX. Alors, l'inégalité, il y a quand même un côté inégal dans ce process, hein. Je dois l'avouer. C'est qu'on peut avoir des projets très importants, mais qui ne sont pas tellement bien supportés par le membre du COMEX parce qu'ils ne comprennent pas le sujet. Mais ces équipes le comprennent très bien. Dire, c'est quoi les problèmes les plus durs que tu as eu à gérer parce que, je sais pas, parce que tu n'avais pas les bons outils, parce que c'était extrêmement complexe. C'est quoi les trois priorités difficiles pour le CIO? Je pense que au niveau, bon, il y a différentes priorités, mais je pense que ce n'est pas des priorités techniques que nous avons. Je pense que c'est surtout des priorités humaines. On se rend compte qu'il y a une accélération très très forte euh, euh, de l'IT vers, vers le cloud. Toutes les équipes ne suivent pas à la même vitesse. C'est ça qui est complexe. En numéro un. En numéro 2, je dirais qu'il y a aujourd'hui tellement de technologies disponibles et toutes ces technologies, en fait, nécessitent une très bonne intégration et donc il faut une architecture très solide. Donc, pour exécuter une stratégie, il faut une architecture fonctionnelle, hein, j'entends, hein, qui permet d'exécuter cette stratégie. Je vais prendre un exemple. Si on dit demain, je souhaite accélérer mes ventes en direct aux consommateurs, cela veut dire qu'il va falloir avoir un CRM extrêmement puissant, qui soit complètement omnicanal et qui soit capable de délivrer l'information de manière extrêmement fiable et rapide. Donc là, ça veut dire qu'on va mettre des moyens sur ces sujets-là. Ok. Donc, ok, problématique hein, humaine, ça c'est vraiment le Oui, côté organisationnel. oui, Ensuite, tu as une problématique d'architecture SI qui oui, permet de supporter la montée en charge, la oui. résilience, la sécurité. Voilà, Voilà. voilà. Et ensuite, Alors est-ce pour que la tu as. sécurité, c'est un autre sujet, la sécurité. Ok. Des fois, tu vois, quand on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a fait autre, on se dit, putain, si j'avais eu à ce moment-là ça aurait tout changé. Et parce que tu n'avais pas accès à une donnée, par exemple, moi, ce que je vois, c'est que la remontée des besoins terrain d'une entreprise en temps réel, quand on a une géographie éclatée, eh ben, c'est compliqué et c'est précieux.
parce que du coup, on n'est plus un réactif, c'est-à-dire quand le problème a pris trop de place et qu'il faut le résoudre, mais on peut être un peu, voilà, ah ouais, d'accord, je suis en train de voir qu'il y a de plus en plus d'enjeux dans l'industrie, par exemple sur le TRS dans mes usines dans le nord de la France, il va falloir que je m'en occupe. Tu vois, par exemple, ça, ça peut être Oui, une donnée qui fait que ça change ton métier à terme. Qu'est-ce je que… comprends, je comprends. Alors, moi, ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir pu prendre, ne pas avoir su entraîner l'entreprise dans une véritable période de réflexion assez longue pour savoir ce qu'on voulait faire en termes de système d'information. Parce que quand on arrive dans une entreprise, elle ne vous a pas attendu. Elle a déjà démarré plein de trains. Tous les trains sont déjà partis, donc il faut arriver à les rattraper et puis surtout faire attention qu'il n'y ait pas de collision, que tout devienne cohérent. C'est-à-dire qu'on fait du rattrapage. Mhm. Tandis que si on gelait tout, on va dire, voilà, je gèle tout, quelle est la stratégie, comment on y va, tous ensemble, quels moyens, quel budget, etc. Ça fait qu'on va friser, on va arrêter les trains pendant des mois et des mois. Et ça, personne ne va en entendre parler. Ok, donc c'est le poids du run qui ne permet pas C'est le poids de ce qui a déjà été engagé. Ouais, Parce ok. que c'est pas comme si il y a plusieurs situations. Il y a une situation où on arrive dans un paysage où rien n'a été engagé, rien de vraiment structurel n'a été engagé. Là, on a le temps de faire des études. Et les études, ça sert à quoi? Ça sert à ne pas se planter en général. Mais quand on arrive dans un état de j'ai beaucoup de legacy et j'ai déjà démarré tous les projets principaux, c'est une autre discussion. C'est un peu plus compliqué d'arrêter les trains. Parce qu'arrêter les trains, ça veut dire arrêter les consultants extérieurs, on risque de les perdre pendant quelques mois. Ah oui, parce qu'ils vont être assignés à d'autres missions, etc. etc. Ok, je Ça, c'est très comprends. compliqué. Ok. Ouais, je vois l'enjeu et en même temps, c'est compliqué de faire ça, quoi. Comment C'est pour ça que tu m'as parlé de baguette magique. Non, mais moi j'aimais cette analogie. On arrive dans une gare, il y a les trains qui bougent dans tous les sens, c'est un véritable paquet de nouilles. Ben, on voit par exemple l'exemple de la gare Saint-Lazare, il paraît qu'il y a un véritable problème au niveau de Clichy, et on va construire un pont qui va passer par-dessus, comme ça les trains qui viennent de Normandie ne vont pas se mixer avec les trains de banlieue. Voilà, c'est exactement cette situation-là. On voit qu'il faut faire un pont, mais pour construire ce pont-là, il y a deux méthodes. Soit on construit en 2 ans et il n'y a pas trop de perturbation de trafic, soit on s'arrête 3 mois et on construit ce pont, mais on arrête tout le trafic. Voilà. Ouais, je vois le truc. Ok, très cool. Si de moi je devais devenir CIO d'une entreprise là de 1000 personnes demain, en plus de tout ce qu'on a parlé, c'est quoi ton conseil, le conseil qui fait que ça m'aiderait énormément? Je dirais que c'est un merveilleux métier. C'est pas un conseil, ça. Non, C'est… non, 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 c'est un merveilleux métier. Et le conseil que j'aurais à te donner, c'est de dire que tu dois apprendre euh, avec tous les autres métiers. Et grâce à cette fonction-là, tu seras le gars qui connaît le mieux la boîte. Et c'est ça qui est important, c'est rester toujours en mode éponge. J'écoute, 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 j'apprends, je restitue. Et je suis capable de synthétiser. Ok, C'est me ça mettre au qui est service des formidable. métiers, quoi. Non, Reste que… non, j'aime pas dire ça. Alors là, ça, non, pas au service. Leur partenaire. Ok, Le je prends le point. partenaire. Ok, C'est d'être un, le partenaire des métiers. voilà. Moi, c'est intéressant. Il y a plein comment dire, de vocabulaire en France que je redécouvre. On parle de maîtrise d'ouvrage, de référent. Ce sont des mots que je n'utilisais pas du tout, moi, à l'étranger. Ok, Et c'est intéressant. On n'est pas au service, on est partenaire d'eux. partenaire de… Ouais, Oui, c'est des fois, même des fois, on voit que la question de être un fournisseur et être un partenaire change vraiment la oui, nature de la relation qu'on peut avoir. oui. Oui, mais au-delà des mots, c'est vraiment la manière de travailler ensemble qui compte. Quand on dit, par exemple, à un patron de la supply chain, voilà, moi, sur mes 2 millions, j'en ai 800 000 pour toi, travaillons ensemble sur ce que tu veux faire. Mais c'est toi qui décides. C'est lui qui devient patron du budget. Moi, ce que je dois lui apporter, c'est l'expertise qui permet de dépenser l'argent le mieux possible. Donc, c'est dépenser ce capital de manière optimum. C'est ça, mon métier. Mais ce n'est pas Dépense. moi qui fais les choix.
Intéressant. Ça, je le prends le point. Je m'en servirai. C'est pas toi qui fais le choix. Ça, c'est ouf. Ça, c'est top. Mais Ouais, ouais, super. ce sont des méthodes, je veux dire, encore une fois, que j'ai appris chez Estée Lauder euh, et que j'ai trouvé très bonnes. Les Américains, ce sont les kings de l'organisation, et c'est pas pour rien. Mais oui. Moi, j'ai toujours dans mes équipes euh, additionné les, comment dire, les clichés sur les différentes cultures. Donc, sur un projet, le PMO, je prends un Américain. C'est le gars qui va très bien communiquer, avoir des timelines, des PowerPoint géniaux, des keywords super. Pour les idées, l'architecture, je prends du français parce qu'il va tout le temps se remettre en cause. Il va avoir une très, très bonne imagination. Pour l'exécution, j'aimais beaucoup le taïwanais parce que le taïwanais, en Asie, c'est pour moi le peuple qui a le meilleur niveau d'éducation par rapport et d'ardeur au travail et de qualité de travail. Et pour faire les tests, l'Inde, parce que l'Inde, c'est vraiment, en termes d'exécution des tests, ce sont les meilleurs. Mais j'ai réussi à diriger des projets comme cela, et je peux te dire que ça marche beaucoup mieux que quand on met un Français pour organiser le tout, qu'on prend un Chinois pour avoir des idées pour monter l'architecture de ce qu'on veut construire, et de faire tester par des Français. J'adore. Franchement, finir cet épisode comme ça sera parfait. Voilà. Un grand merci Thierry pour ton temps, pour la qualité de nos échanges. C'était vraiment top, c'était super intéressant. J'espère que vous avez tous aimé, que ça vous a appris des choses, que c'était intéressant. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire, à noter le podcast et à nous proposer bien sûr des nouveaux CIO DSI à faire intervenir sur ce podcast. Et pour nous contacter, n'hésitez pas à aller sur le site d'Ersas dans la section podcast et nous laisser un petit email. On vous répondra le plus rapidement possible. Allez, bonjour à tout le monde.